Disque Audio vous souhaite une écoute agréable. Voyage en désillusion. Texte de Francis Pacat, lu par Robert Cara. Voyage en désillusion. Vous êtes heureux de ne plus habiter Charleville, parce qu'elle est à côté de Mézières, une ville qu'on ne trouve pas. Arthur Rimbaud. Dire que le poète alors adolescent haïssait sa ville natale est pour le moins excessif. Certes, il en partit dès l'âge de 16 ans pour rejoindre Paris, et quelques écrits de sa part proposent une sévère critique de la bourgeoisie locale. Phil, lui, voulut un jour revivre les moments heureux de son enfance passés en ce lieu, souvenir ancré qu'il souhaitait faire partager à son épouse. Le sidecar file sur l'autoroute, s'étirant vers le nord de Reims, la cité des sacres, comme on l'appelle. Ses chevaux sont bridés par les nombreux panneaux circulaires, rouge et blanc, aux 3 chiffres restrictifs, 130, qui limitent la puissance du bolide que le pilote arrive à manier avec un certain brio. Coralie, sa passagère, sa jeune femme, n'avait pas apprécié outre mesure l'achat de cet engin si coûteux. D'ailleurs, était-ce si agréable pour elle d'avaler des kilomètres cloîtrés dans une petite bulle au ras du bitume? De partir ainsi, en avait-elle eu seulement envie? Phil avait pris les choses en main, fait fi de son libre arbitre, et dut insister si longuement pour convaincre la jeune femme qu'il avait failli regretter cette dépense. Il lui avait, en quelque sorte, imposé cet achat, et les Ardennes étaient-elles un but si reluisant? Elle en doutait cruellement. Elle aurait aimé prendre part à ses décisions. « On arrive dans combien de temps? J'en ai un peu marre de cette autoroute. Je fumerais bien une petite clope, moi. » Il est vrai que ce trajet est très monotone. Traversant une plaine sans fin aux cultures de colza, de maïs et de betteraves, au loin, comme des cathédrales futuristes, apparaissent les tours des raffineries d'où l'on sort du sucre. On s'ennuie très vite devant une telle vision plate, sans intérêt. La voix terne de Coralie s'était incrustée dans le casque du pilote. Alors que François Béranger déroulait sa tranche de vie, témoignage empreint d'humour cruel d'une certaine époque où la vie d'un jeune de campagne se révélait très difficile, la question de la jeune fille se faufile dans ses pensées et les facéties du portrait réaliste du chanteur contestataire disparu trop tôt. Phil, déconcentré, a l'impression d'entendre une gamine impatiente. Il ressent alors un certain mal-être, lui qui fait l'impossible pour que sa conduite soit des plus agréables, évitant tout danger pour rassurer sa passagère. Au guidon de sa puissante BMW, il se veut être un modèle de conducteur. Pas d'alcool, pas d'excès de vitesse, aucun dépassement intempestif. Même les insectes semblent éviter subtilement de s'écraser sur sa visière, évitant ainsi de lui cacher la vue. Lui qui a hâte de retrouver ses Ardennes d'antan, se plie à la demande de Coralie, par amour ou simplement parce qu'une pause lui ferait du bien. Il impose à son sidecar un long moment de freinage, clignotant allumé vers la droite, se signalant par un bip-bip, digne d'un signal d'alerte d'un Airbus, indiquant que le véhicule à 3 roues se dirige vers une aire de repos. Le feu rouge du frein parking apparaît, puis disparaît rapidement du tableau de bord. Le bolide est immobilisé. Des bruits discontinus de métal refroidissant s'échappent du moteur. Au loin,
parée de timides rayons solaires, apparaît une énorme masse grise dans un halo de brume. Coralie se hisse péniblement hors de sa cavité aérodynamique en soulevant le léger cockpit en plexiglas. Elle se dégourdit les jambes après s'être débarrassée du casque en ménageant le micro intégré. Elle fait des mouvements dignes d'une gymnaste. Sa combinaison moulante en cuir révèle ses formes agréables, ses longs cheveux bruns se dissipent dans le petit vent de la plaine. Phil serait presque jaloux des hommes arrêtés un peu plus loin qui doivent penser « Quelle gonzesse, la moutarde! Quelle cylindrée, la meuf !» Il connaît bien le monde des motards. Plus jeune, il aurait eu les mêmes pensées. Mais à cet instant, la gonzesse est devenue sa femme. Il se tourne vers elle, lui sourit, sans le moindre retour. Rapidement, Coralie se jette sur le paquet de Marlboro malmené par le cuir de ses fines poches. Elle aspire la fumée, comme délivrée d'un manque immense. Une odeur fine et goûteuse se détache en éphémère volute. « Fumée tue !» C'est écrit en grosses lettres, c'est évident, mais pas l'odeur du tabac américain. C'est ainsi que la jeune femme justifie son addiction, oubliant les ravages de la nicotine. Elle tourne alors son regard, l'esprit troublé par cette cigarette tant attendue, vers la masse grisâtre qui semble s'imposer dans le contre-jour de cette fin d'après-midi. C'est quoi ce truc? C'est moche, tout en ferraille. Ça foutrait la trouille en plus. C'est pas de l'art italien. C'est du brut de décoffrage. Vache, qu'est-ce qu'on fout là? Ah là, si tu dis ce genre de truc aux autochtones, tu vas te faire lyncher, Cora. Quoique certains seraient d'accord avec toi. Je te présente Voynich, le colosse des Ardennes. 50 tonnes de finesse, le symbole local, le sanglier. Coralie devient perplexe. Comment ce département qui avait vu grandir Rimbaud, dont même la tombe avait eu la visite de Patti Smith, comment cette terre qui avait vu la naissance du poète mondialement connu et estimé en était arrivée à ce point? Pourquoi avait-elle eu l'envie de montrer ça, au lieu d'un buste géant du génie, créateur des sensations, voyelles et bien d'autres? Des symboles, il y en a partout, mais il en existe une hiérarchie. Il faut absolument les hiérarchiser afin de ne pas commettre une telle erreur. On avait osé confier cette gloire à un sanglier démesuré. Pauvre poète errant aux semelles de vent. Un colosse, certes, mais moche, très moche. On est loin des illuminations. Tu crois pas? Un sanglier, ça pue, et ça peut aussi se montrer très agressif. Tu parles d'un accueil. Oui, c'est sûr, mais c'est un symbole, avant tout ardennais. La fierté, la robustesse, tu sais. Des gens ont beaucoup souffert pendant les guerres. La défaite de Sedan en 70, la bataille des Ardennes, les Boches, partout. Et Rimbaud dans tout ça? C'est l'apanage du chef-lieu. Si t'as fini ta clope, on y va. Tu veux du poète maudit? Eh bien, dans une trentaine de bornes, tu vas être servi. Eh, t'oublies pas le GPS. On va au bout du monde, hein? Cora semble plaisanter, mais pour elle, cette fin de trajet est réellement un peu séduisant bout du monde. Phil était parti de Paris avec une Coralie désemparée. Il avait senti une certaine réticence de sa part à préparer un petit sac de vêtements pour ce voyage qui lui avait certes imposé, mais voulant ainsi bien faire. Mais à chercher à trop bien faire envers l'autre, ne provoque-t-on pas parfois l'effet inverse de celui attendu? Coralie était devenue depuis quelques jours très méfiante envers le motard sanglier. Elle avait trouvé un SMS douteux sur son portable. « On se voit ce soir ?» lancé par une certaine Alice, inconnue d'elle, certainement une collègue proche, trop proche de Phil. Sans certitude, un doute s'était glissé dans l'esprit de la jeune femme. Sous sa carapace de mammifère des bois, cachait-il un lâche cœur d'artichaut, prêt à fondre sous les dents de la première venue? Possible. Mais pour elle, c'était tout à fait inacceptable. Motard dans l'âme, il l'était, plongé depuis longtemps dans les jeux de simulation de course de moto. Le jour de ses 18 ans, il avait passé son permis haut la main, puis parcouru les routes de France, quelquefois accompagné.
sur une vieille Honda 500, increvable, au nombre du kilomètre à 6 chiffres. Phil avait pensé en toute bonne foi que ce Side deviendrait alors une luxueuse expérience de bonheur. Très onéreux, mais si riche en promesses, en créateur de nouveaux souvenirs qu'il devenait désormais. Coralie, femme au tempérament moderne, ne voyait en lui qu'un subterfuge bien inutile. Elle qui préférait les longues marches solitaires dans les espaces verts de la capitale, ou adorait les visites des musées parisiens, se trouvait alors ballottée doucement vers nulle part. Il lui sembla que Phil, par son projet, lui avait confisqué ses droits de liberté féminine. Elle qui était tout sauf une femme soumise. Depuis 1 heure, ils avancent au pas sur la voie rapide menant au centre-ville. La pénétrante vers la cité de Gonzague est comme un vieux pneu. Des rustines apparaissent partout sous la forme des lourds travaux de chaussée difficilement évitables. Le Side atterrit enfin sur un parking en centre-ville. Sous les regards curieux des passants, sans un mot, Phil et Coralie reprennent apparence humaine, débarrassés de leur panoplie de motards en cuir. Ils plongent dans un anonymat vestimentaire en quelques minutes. La tension est palpable sur le visage de la jeune femme. Le voyage a été long, des heures à quelques dizaines de centimètres du sol, pour en arriver là. La ville s'offre à eux. Leur confiance et secret intime. Des petites rues, des squares arborés, un vieux quai, une grande place copiée sur la place des Vosges, les longues courbes de la Meuse. Coralie n'est pas convaincue par l'attrait touristique de cette ville moyenne. Elle n'a pas la subtilité d'une ville historique. Elle n'en a pas le poids. « On va manger quelque part, si tu veux, puis on file au gîte ?»« Je n'ai pas faim, tu sais. La route et cette balade m'ont fatigué. » Phil ressent alors une amère déception. Coralie semble déçue. Elle l'est. Faire une pause avec cette Alice mérite donc autant d'efforts de sa part ? Le crépuscule arrivé, après avoir avalé un sandwich rapidement, sans un mot, le couple se dirige alors juste casqué vers la vallée de cette Meuse langoureuse. Un vendredi à 7 heures, la route étroite leur appartient. Le bref voyage les emmène entre le fleuve paisible et les pentes escarpées couvertes de forêts profondes, d'où semblent sortir des hordes de personnages des légendes ardennaises. Soudain, Phil freine brutalement. Les puissantes suspensions avant amortissent le mouvement du pilote sur la manette, évitant que l'engin lancé à faible vitesse ne se retrouve dans le fossé. Dans la lumière des phares, une masse foncée a traversé la route. Sa taille et sa rapidité ont poussé le pilote concentré à piler sec, évitant de justesse la collision avec la créature monstrueuse des forêts. « Vache, le morceau !» s'écrie Phil tremblotant. Une seconde de plus, et boum ! Envolé le Side. Le Side et nous avec. C'était quoi cette bestiole de la taille d'un vieux tonneau sur pattes ? Merde, on fait pas un safari là. C'est quoi ce coin pourri ? La voix de Cora était mêlée de stupeur et de colère. Elle parlait d'une voix forte, tentant ainsi comme la moto d'amortir sa lourde frayeur. Un beau verra, un cochon du coin, un sanglier peu poli et très imprudent. On a eu du bol. Il n'y en avait qu'un, heureusement. J'ai pas dépassé le 30 au compteur. Le gîte, un petit chalet proche des bois, apparut, d'abord sur le puissant GPS, puis doucement dans la lumière des phares. Une lampe à pétrole que le vent du nord faisait osciller doucement, accrochée devant l'entrée, ressemblait à une balise, annonçant un prochain atterrissage. La clé du bureau est cachée sous un simple pot de fleurs. Phil avait été surpris par la confiance accordée par le loueur qu'il avait eu au téléphone des semaines auparavant, lui assurant avec fierté que tout serait fin prêt pour leur arrivée. Le chalet est luxueux par sa sobriété. Toute chose est là, sans exagération, sans chercher à étourdir l'arrivant par un foisonnement de détails inutiles. Ici, on sent l'odeur du bois, celle de l'humidité de la forêt, celle du feu de bois sec de l'âtre. Le seul artifice de bon goût est un grand cadre entouré de chênes, où le portrait de Rimbaud apparaît en sépia, derrière les 25 strophes du bateau ivre,
écrite par l'auteur et signée de sa main. Coralie, admirative, ne peut s'empêcher de se saisir des premiers vers. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Ils vont ensuite se coucher. Phil pense que de se retrouver ainsi dans l'intimité de leur corps nus va peut-être réveiller l'ardeur amoureuse de sa jeune femme. Savourant sa démarche de bienveillance envers elle, il se trompe lourdement. Coralie s'endort, sans se soucier du sanglier allongé à ses côtés. Des bruits sourds et réguliers, insistants et persistants provenant de la porte du chalet, réveillent Coralie en pleine nuit. Quelqu'un semble vouloir pénétrer dans leur éphémère antre de bonheur illusoire, de façon peu discrète mais efficace. Manque pas de souffle, le mec, je vais lui dire 2 mots, moi, à cet abruti. La jeune fille parle dans le vide de la noirceur ayant envahi le chalet. Phil, lui, n'émet que de longs ronflements lui signalant au passage qu'il dort à poing fermé, la laissant seule face à l'inconnu. Envahie par un courage inhabituel, munie d'une puissante lampe torche cylindrique digne d'un film thriller américain, elle se dirige, volontaire, vers la porte qui tremble. « Hé, t'es qui, toi? Tu vas nous emmerder encore longtemps? Y a rien à piquer ici, casse-toi !» Les coups augmentent de plus belle. Ces cris déclenchent l'inverse de l'effet attendu. Des grognements se font entendre. Elle plonge alors dans un film d'horreur, l'attaque des morts-vivants. Armée d'une antique et lourde pelle à charbon, elle ouvre la porte, bien décidée à régler son compte une bonne fois pour toutes à ce lourdeau des campagnes. « Je vais t'apprendre la politesse, moi, sale crétin des bois !» Elle ouvre, se trouve face à un énorme sanglier menaçant. La peur, la surprise, le monstre poilu la font reculer. Elle tombe en se cognant sur une petite table qu'elle renverse bruyamment. Le verra, apeuré et affolé par le vacarme, s'enfuit. Il laisse son adversaire KO sur le sol. Elle sort rapidement de son léger évanouissement, portée et rassurée par son mari, sorti du sommeil par le tumulte ambiant. « Plus de peur que de mal, conclut-il. » Coralie est au bord d'une crise nerveuse. Elle ne parle plus, elle hurle. Son angoisse, son mauvais ressentiment s'enfuit de sa gorge en vociférant. « J'en ai marre de ce pays pourri, mais qu'est-ce qu'on fout là, hein? Tu m'as amené ici pour oublier cette pétasse d'Alice? Tu crois que je ne sais rien de ton SMS? J'ai eu beaucoup de mal à te suivre, mais là, je le regrette totalement, ton side n'est qu'un joujou de plus pour toi. Et moi, dans tout ce foutoir, t'es-tu demandé une fois seulement ce que je voulais vraiment? » Le couple reprend très vite la route vers Paris. « Je te quitte, Phil, c'est fini, désolé. » La voix de Coralie s'est glissée dans le casque du pilote. Cette fois, il n'écoutait pas de musique.